Aujourd'hui, je vais parler de Batman contre Superman, l'aube de la justice, qui est sorti hier au cinéma. Ce film, je l'ai attendu depuis qu'ils l'ont annoncé. Et mes seules attentes, c'était de voir un bon Batman. Enfin un bon Batman. Parce que Burton avait fait, j'allais dire, un bon traitement psychologique, mais en fait, il l'a pas traité psychologiquement, il a juste montré tel qu'il était. Et c'était assez bien, même s'il approfondissait pas énormément. Ensuite est arrivé les deux Batman de Schumacher qui étaient vraiment mauvais. Zéro compréhension du personnage. Et ensuite est arrivé Nolan qui s'est donné pour rôle de rendre Batman réaliste, mais réaliste de manière physique et pas psychologique. C'est-à-dire qu'il filme le meurtre des parents de manière froide, et c'est pas de la froideur prenante ou de la froideur angoissante ou quoi, c'est juste de la froideur, oui alors on s'en fout, la scène est nulle, mal filmée, mal rythmé, enfin bref, tout est nul. Enfin bref, on dirait que Nolan a fait sa trilogie juste pour corriger ce qu'il n'avait pas aimé dans les autres films de Batman, mais sans avoir l'intention de faire un bon film. Pour aucun des trois. Mon préféré c'est Batman Begins, je dirais. Mais sinon, il n'y a aucun effort d'écriture, c'est n'importe quoi. Et au niveau de la réalisation, pareil. On dit que Nolan est un génie. Nolan a rien d'un génie. On dirait que quand il filme, il pense pas du tout au montage. D'ailleurs, le montage est catastrophique après. On dirait que le montage c'est du simple bout à bout de ce qu'il a filmé, et puis voilà, basta. Et puis ensuite il file les films à Hans Zimmer en disant bon le film est nul, essaye de faire en sorte qu'il paraisse épique, s'il te plaît. Et Hans Zimmer arrive, il fait ce qu'il peut mais il sauve pas le film. Voilà, et après il y a tout le public qui dit oh mais Nolan est un génie, ma parole, parce que il filme pas sur fond vert, alors c'est forcément un génie, alors que tourner sur fond vert c'est faciliter le travail des mecs des effets spéciaux. Donc tourner en décor naturel en disant bon les gars vous me détourez comme vous pouvez, vous faites ce que vous voulez, mais je veux tel résultat. C'est pas aider l'équipe des effets spéciaux, donc je vois pas pourquoi ce serait un génie de faire ça. Au contraire, ce serait plus un mec un peu égoïste qui dilapide l'argent qu'on y a filé pour faire un bon film. Pour moi, c'est vraiment un peu un bon réalisateur. Et je parle pas que des Batman, je parle de tous ses films. Le meilleur étant Le Prestige, je pense. Sinon, le reste c'est n'importe quoi. Et d'ailleurs, c'est pas étonnant que. Enfin, là, je parle de Nolan, je suis pas là pour parler de Nolan. Mais Nolan intervient très peu dans les bonus des DVD, il donne quasiment pas d'interview, c'est pas étonnant, parce que si jamais il parle et qu'il commence à dire ce qu'il pense de ses propres films, eh ben, les gens s'apercevront que c'est pas un génie, les gens se diront ah bon, ah, c'est ça qu'il a voulu dire là, ben, moi j'avais compris autre chose, et puis voilà quoi. Donc bon voilà, bref, Nolan est pas un bon réalisateur, était pas un bon scénariste, bref, je parle de Nolan, mais j'avais pas du tout aimé Man of Steel, qui avait été coécrit par Nolan et David S. Goyer. David S. Goyer est resté en tant que scénariste pour Batman contre Superman, et Nolan s'est barré. Donc je me suis dit, chouette. Et David S. Goyer avait écrit le premier Blade, qui était vachement bien. Il n'y a aucun thème développé, rien du tout, mais bon, c'est un bon film. En tout cas, le film se perd pas dans une complexité inutile. Donc ça c'était déjà bien. Donc voilà, donc Nolan s'est barré, David S. Goyer est resté, et le fait est que le film est mal écrit. Il est écrit comme une série télé en fait. C'est-à-dire on développe le début d'une intrigue, puis on passe au début d'une autre intrigue, ensuite on va passer au début d'une troisième intrigue, ensuite on va commencer à développer la première intrigue qu'on avait mis, puis on va débuter une quatrième intrigue, puis on va clôturer la seconde intrigue, etc. On entrecroise tout pour faire croire qu'il se passe plein de choses, et en fait il se passe rien, et ça empêche de créer des scènes, des vraies scènes, où avant la scène on pose les enjeux, la scène se déroule avec ses dialogues, avec l'action, avec les effets spéciaux, ce qu'on a envie, etc. Et à la fin de la scène il s'est passé quelque chose, et la scène a servi à quelque chose, et ça c'est du cinéma, voilà. Et ça c'est pas du tout du cinéma, ce qu'ils ont fait dans Batman contre Superman, c'est de la série télé. Tout simplement, c'est de la série télé. J'ai regardé 2-3 critiques qui ont jeté la pierre à Snyder, mais Snyder c'est pas un scénariste. Snyder c'est juste un faiseur, c'est juste un mec, on lui file un scénario, il dit ah ben tiens, à partir de ça je vais faire ça. Alors lui il fait ses combats et machin et tout, donc lui c'est un gamin, il s'amuse, etc. Ok, ça c'est bien, et il fait super bien dans Watchmen. Et pourquoi ça marche dans Watchmen et pourquoi ça marche pas là? Enfin si, ça marche à des endroits, mais pourquoi ça marche beaucoup mieux dans Watchmen? Parce que dans Watchmen, il suit à la case près quasiment le comics, et du coup le comics sert de storyboard à Snyder. Et d'ailleurs il disait que sur le tournage il avait toujours le comics avec lui pour voir les cadrages, etc. Machin. Le comics lui servait de storyboard. Donc si on file un super storyboard à Zack Snyder, comme il a fait avec 300 pareil, quand on lui file une super histoire, c'est un super faiseur Zack Snyder. Il fait des images super, il arrive à faire ce qu'il veut faire. Donc Snyder, faut pas jeter la pierre sur lui, il faut s'en prendre. Pour Man of Steel, il faut s'en prendre à Nolan et à Goyer, qui savent pas écrire. Et pour celui-là, Nolan s'est barré, donc on peut plus s'en prendre à Nolan. De toute façon, personne s'en prenait à Nolan, sauf un petit peu moi. Et là, il faut vraiment s'en prendre à Goyer. Goyer est nul, il sait pas écrire.
C'est en plus un mauvais réalisateur, donc il faut vraiment qu'il se barre. Donc le film est mal écrit, tout ce qui a trait à l'histoire est foiré, c'est-à-dire quand il y a un élément qui est là pour faire avancer l'histoire, à chaque fois ça crée soit une incohérence ou un truc pas réaliste ou un truc qui fait qu'on tique et qu'on n'est pas dans la scène. Ensuite les effets spéciaux, des fois c'est très limite, des fois ils prennent beaucoup de place les effets spéciaux, c'est-à-dire qu'il y a un combat, je dis pas lequel, et c'est que des effets spéciaux et ça dégueule d'effets spéciaux. Et on est tellement dans les effets spéciaux qu'il n'y a plus aucune émotion. Et voilà, c'est de la cinématique jeu vidéo. Et j'aime bien les cinématiques jeux vidéo, mais dans les jeux vidéo, pas dans un film comme ça, parce que on a l'habitude de voir les acteurs pendant tout le film, puis là d'un coup c'est que les effets spéciaux, donc on n'est plus du tout dans le truc. En tout cas moi, le film commence avec beaucoup d'ambition. Au début du film, je me suis dit, le film c'est un film pour moi, c'est un film comme je le veux. En fait j'aimais tout au début du film. C'est pas du spoil, il remonte le meurtre des parents de Bruce au début. La scène est superbe. Enfin Snyder revient à sa réalisation qu'il avait avec 300, Watchmen, Sucker Punch, et qu'il a laissé tomber avec Man of Steel pour faire un truc un peu plus réaliste avec des caméras qui bougent, machin et bidule. Tout le début du film, il revient à sa réalisation avec beaucoup de ralentis, etc. Et puis plus le film avance, et moins ça devient un film de Zack Snyder. Et puis à la fin, on retombe sur quasiment 1 heure à la fin de baston, où ça se bastonne comme dans Man of Steel, donc des combats en effets spéciaux, et pas d'émotion dans le combat. C'est-à-dire que le combat est pas pensé, je trouve. J'ai l'impression qu'ils anticipent pas les émotions du spectateur pendant le combat. Pour moi, un combat, il doit avoir une évolution émotionnelle. Par exemple, à la fin de Rocky 6, Stallone, quand il réalise le combat final, il nous fait ressentir exactement ce qu'il voulait qu'on ressente. Avec le début un peu moqueur, et après le soutien. Et ça, dans le film, Snyder arrive pas à le faire parce que j'ai l'impression que le combat est pas assez réfléchi. C'est une bonne idée, après des coups de poing, des coups de poing, des coups de pied, une bonne idée, des coups de poing, des coups de pied, des coups de pied, une bonne idée, des coups de poing, des coups de pied, des coups de poing, des coups de pied, une bonne idée. Non, voilà, c'est pas une suite de bonnes idées avec une évolution émotionnelle comme il faut. C'est du brouillon, une bonne idée, du brouillon, une bonne idée. Donc ça me saoule un peu. En fait, les points négatifs, il n'y en a pas 10 000 non plus. Il y en a 2, dégueulis d'effets spéciaux, et scénario complètement foiré. Pour les bons points, là où le film est bien, c'est dès que ça devient métaphysique. Il y a plusieurs scènes métaphysiques où on va pas expliquer la psychologie des personnages, mais on va montrer leurs angoisses, on va montrer leurs réflexions, etc. par des scènes métaphysiques qui sont superbes et qui sont vachement bien, quoi. Donc ça, pour ces scènes-là, c'est super. Et là, c'est des scènes qui sont construites. Sur ces moments-là, Snyder fait du cinéma, et c'est des scènes de cinéma. Tout le reste, c'est de la série télé. Et ça m'énerve de retrouver cette écriture série télé au cinéma, parce que si on fait ça, c'est parce que le spectateur ne demande pas grand-chose, en fait. Si ces films-là, qui sortent, se faisaient détruire par les spectateurs, ils changeraient et ils feraient vraiment du bon cinéma à la place de ça. On se retrouve avec un film qui est vide, où le spectateur a cru qu'il s'était passé quelque chose, alors qu'en fait il s'est pas passé grand chose. Donc ça me saoule. Et le fait que les spectateurs s'en foutent de ça, eh ben ça me gâche mon plaisir à moi, parce que c'est comme si on était à la cantine tous les spectateurs et que la dame de la cantine elle demandait vous voulez manger quoi, et que moi et 2-3 autres on disait moi des maquis à l'avocat parce que c'est super bon, et puis qu'il y a tout le monde qui couvre nos voix en disant du caca, nous on veut du caca, on va manger du caca, et puis du coup on nous sert à tous du caca. C'est ça. Là les séries télé sont en train de bouffer les films, et puis j'entends tout le temps oui mais les séries télé maintenant le niveau a vachement augmenté, c'est quasiment mieux que du cinéma, même que c'est mieux que du cinéma, machin, etc. C'est pas vrai, c'est carrément pas vrai. La série télé, ça reste de la série télé, avec des budgets de série télé, avec des ambitions de série télé, et une écriture au niveau du scénario de série télé. Et voilà, et ça restera la série télé. Et si les gens, si ce qui marche auprès des gens c'est la série télé, et bon on calque cette écriture série télé au cinéma, et du coup ça bousille le cinéma, et il n'y a plus de cinéma, et c'est super. Tout le monde est content, sauf moi. Un second bon point, c'est le Batman de Ben Affleck. Vachement bien, le costume est vachement bien. Ben Affleck le joue bien, il est violent, c'est-à-dire que tellement que j'ai pas aimé les films de Nolan, enfin au début je me suis menti à moi-même, parce que j'aime Batman, je me suis menti à moi-même en disant ah c'est bien, d'ailleurs j'ai les 3 Blu-ray de la trilogie de Nolan, et le troisième je l'ai acheté en disant je l'aime pas, mais j'ai envie de la voir, alors je l'achète, il y a 2-3 scènes que j'ai envie de voir, je l'ai acheté pour ça. Tellement qu'avec le recul j'ai pas aimé la saga de Nolan, du coup j'ai écrit ma propre histoire de Batman avec les origines, etc., le développement psychologique, etc. Donc j'ai écrit mon propre truc, et ce Batman là, le Batman qui est dans le film, colle à la psychologie du Batman, à ses motivations. La façon de se battre colle à la façon de se battre dans mon truc. C'est-à-dire que c'est pas un pro des arts martiaux qui va faire des prises, des machins, etc. C'est un mec hyper brutal. Il est hyper brutal et il se bat comme se battrait un ours. Il va mettre des grosses mandales où il va attraper le mec, l'exploser, le fracasser contre le sol. Voilà, c'est une manière brute. Il est assez lent à se mouvoir. Et voilà, il bouge jusqu'à toi, il t'attrape, il te fracasse par terre.
Et puis voilà, et ça vraiment je trouve ça super. Donc pour conclure, il n'y a pas énormément de bons points, il n'y a pas énormément de mauvais points, parce que le film est vide tout simplement. Il y a aussi que le film Iron Man 2, ça n'avait pas dérangé qu'il y ait Nick Fury dedans et qu'il commence à installer les Avengers. Ça n'avait pas forcément dérangé. Là, ils font exactement la même chose, c'est-à-dire qu'ils intègrent Wonder Woman, ils intègrent des éléments qui vont revenir pour de la Justice League, etc. Mais le problème, c'est que là, je trouve que ça prend beaucoup trop de place, et ça prend de la place à des moments où ça ne devrait pas prendre de la place. À des moments où le film devrait s'emballer en rythme, etc., pour amener à la confrontation Batman contre Superman, et bien là, on commence à nous intégrer des éléments de la Justice League qui va arriver. Et ça ralentit l'affrontement. Du coup, là où le film aurait dû être hyper intense, et puis là, une petite scène de calme, et puis là, ça s'affronte, à la place, eh bien, on croit que le combat va démarrer, et en fait, il se passe je sais pas combien de temps, où on nous explique des éléments qui vont arriver dans Justice League, etc. Alors que c'est pas le moment, quoi. Et du coup, ben, le combat arrive, puis émotionnellement, du coup, on n'a pas été préparé, enfin, on a été préparé, mais c'est retombé à cause de ça, et du coup, on n'est plus dedans, et voilà. Donc ça, c'est nul. Le film à venir sur la Justice League gâche ce film-là, là où je trouvais qu'Iron Man 2 était pas forcément gâché par l'arrivée des Avengers. Donc si la préparation des Avengers dans Iron Man 2, vous avez trouvé ça nul, alors là, ça va être pire. Donc le film est assez vide, donc il n'y a pas énormément de bons points, pas énormément de mauvais points. Tout le début du film est vachement bien. C'est-à-dire quand on s'attarde sur les personnages, c'est vachement bien. Et puis dès qu'on commence à s'intéresser à l'histoire, etc., pour faire avancer l'histoire, alors là c'est nul. Et c'est le genre de film qui aurait pu devenir mon film préféré, Batman contre Superman. Et à la place, eh bien, je peux même pas dire que c'est un bon film ou alors un mauvais film, parce qu'il y a du très mauvais dedans et du très bon. Donc voilà, je retournerai sûrement le voir, parce qu'il y a les très bonnes scènes que j'ai envie de revoir, même si je dois me taper les très mauvaises scènes. Les très mauvaises non-scènes, vu qu'elles sont c'est très mal écrit. Donc moi je suis déçu, sur Sens Critique j'ai mis 6 sur 10, mais c'est une note qui va fluctuer en fonction de mes humeurs, ça peut passer de 4 à 8 on va dire. Donc voilà, donc si vous n'avez pas vu le film, arrêtez-vous là, parce qu'à partir de maintenant je vais spoiler, et si vous avez vu le film, bon ben je vais rentrer dans les détails, donc ce sera le plus intéressant. Voilà, à plus. Pour les spoilers, je ne vais pas lister toutes les incohérences scénaristiques, etc., etc., parce que d'autres l'ont déjà fait. Je viens de regarder la critique de Monsieur Méa, où il dit les incohérences qu'il y a dans le film, etc., et je suis d'accord avec lui, ça casse un peu le film. Maintenant, lui, il s'en prend à Snyder. Alors pour moi, Snyder n'est pas le responsable, les responsables, c'est les scénaristes. Snyder, c'est pas un auteur, il a jamais été un auteur. On l'a vu avec Sucker Punch quand il s'est essayé à l'écriture. Le film est bien, mais alors faut pas réfléchir à la logique, parce qu'à chaque fois qu'on commence à établir une théorie en disant mais peut-être que c'est ça la clé du film, à chaque fois il y a un élément qui vient détruire la théorie. Et des théories, j'ai dû en monter 4 ou 5 sur ce film, et à chaque fois il y a un élément dans le film qui vient détruire la théorie que j'essaie de monter. Donc Snyder c'est pas un auteur pour moi, donc on va pas lui reprocher la mauvaise écriture du film, c'est pas un auteur, c'est pas un auteur, et puis voilà. Fincher par exemple c'est un très bon faiseur, mais qui réécrit le film pour vraiment comprendre le film, il s'intéresse de près au scénario, et il ne réalise que si le scénario pour lui va, etc., etc. À quelques exceptions près, par exemple avec Panic Room, où ça il l'a fait pour se faire pardonner du semi-échec de Fight Club au cinéma. Mais sinon voilà. Mais Snyder, à mon avis, c'est pas un mec qui regarde de près le scénario ou quoi, c'est le mec, on lui file le scénario et il dit bon ben c'est bon, allez c'est parti, moi je vais m'éclater sur les combats et puis voilà. Donc je vais pas lister toutes les incohérences, parce que ça me fait de la peine d'enfoncer le clou, c'est un film que j'aurais adoré aimer, mais que j'aime pas forcément du coup. Allez voir d'autres critiques pour voir les incohérences, moi j'ai pas envie de le faire. Les bonnes scènes. Le meurtre des parents au début. Vraiment, quand j'ai vu cette première scène, je vais pas dire que j'avais les larmes aux yeux, parce que j'ai pas envie que ça fasse trop la honte et que ça fasse un peu comme du Rendal avec Lucie. Mais j'avais quand même les larmes aux yeux, parce que je me disais, nom de Dieu, je vais voir un vrai film Batman. Dans ma version de Batman, j'ai intégré de la cruauté dans le meurtre des parents. C'est-à-dire que, donc oui, le mec tue les parents de Bruce Wayne, mais il y a de la cruauté dans son acte, et Thomas Wayne se défend, et il y a une lutte. Et là, Thomas Wayne se laisse pas faire, il serre le poing, il va pour frapper, et c'est là qu'il se fait tirer dessus. Là, la mère se défend, elle essaye de maîtriser l'assassin. Donc là, il y a un petit accrochage, le mec braque son flingue sur la mère, et là il y a le collier de perles qui s'accroche derrière le flingue, et il y a un moment de silence, mais qui dure 3 plombes, où on voit le flingue de côté avec le collier de perles, et ensuite on a une vue comme si c'est la mère qui voyait avec son collier de perles à elle, et le flingue braqué sur elle, et là ça dure mais 3 plombes. On sait ce qui va se passer, mais le fait de faire attendre comme ça, ça rend le truc fatal. C'est la fatalité, on sait qu'elle va mourir. Il n'y a pas de suspense de est-ce qu'elle va mourir ou est-ce qu'elle va pas mourir, c'est on sait qu'elle va mourir. Mais le fait de faire durer ça, on n'a plus envie qu'elle meure. C'est comme James Cameron qui fait dans Titanic. Dans Titanic, on sait que le Titanic il coule. N'empêche que pendant tout le film il n'en parle pas.
Pendant tout le film, il n'en parle pas et au début du film, il nous explique comment le Titanic a coulé. Du coup, quand le Titanic coule à la fin, on n'a plus envie qu'il coule, on s'est attaché au personnage et on veut plus qu'il coule le Titanic. Et là, c'est pareil. Ce moment d'attente qu'il y a entre le moment où le collier de perles s'accroche au flingue et le moment où il tire, et là, il y a la culasse qui recule et donc qui brise le collier de perles, ben, ce moment-là, il fait qu'on n'a pas envie qu'il tire. Le montage est alterné avec Bruce qui s'enfuit de l'enterrement de ses parents, il tombe dans le puits. Alors là, je me suis dit, nom de Dieu, mais il faut pas nous refaire Nolan. Il tombe dans le puits et là, il aperçoit plein de chauves-souris. Et donc là, je me suis dit, non, ils sont en train de nous refaire Nolan. Et là, les chauves-souris, elles commencent à voler autour de Bruce Wayne, petit. Et là, Bruce Wayne se relève. Et là, je me suis dit, ils refont Nolan, ça me saoule. Et puis là, il y a un plan sur les pieds de Bruce petit. Et là, les pieds ils décollent et il se met à voler. Et là, je me suis dit, nom de Dieu, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Je sais pas ce qu'ils sont en train de faire, mais c'est absolument génial. Sur le moment, je me disais, je sais pas si c'est le souffle des chauves-souris qui le porte, qui fait un courant d'air qui le porte. Je me suis dit, c'est complètement improbable, impossible même. C'est totalement stupide, mais j'adore ça. Et puis, 2 secondes après, on nous dit que c'est un rêve, mais on le voit s'élever, on le voit s'élever, on le voit s'élever, avec toutes les chauves-souris autour de lui. Et là, symboliquement, on nous dit, voilà, c'est la naissance de Batman. Il y a Batman qui naît, il sort du puits, c'est-à-dire que Bruce Wayne est mort avec le meurtre de ses parents, et là, il y a Batman qui émerge. Et ça, c'est absolument génial. Et voilà. Et je dis pas que c'est génial à cause de cette symbolique christique, parce qu'au moment où je regardais le film, j'avais pas du tout conscience de cette symbolique, la mort puis la renaissance, j'avais pas du tout conscience de ça, mais au moment où je voyais le film, je savais que ce que je voyais, j'aimais ça. Donc voilà, donc ça c'est super, première scène que j'ai adorée, deuxième scène que j'adore, Metropolis est en train de se faire attaquer, Superman se bat contre Zod, etc. dans la rue, etc. Et là on nous refait la scène de fin de Man of Steel, mais du point de vue de Bruce Wayne. Donc je savais qu'elle serait, parce qu'elle est dans la bande-annonce cette scène, mais je pensais que ce serait 3-4 plans au début. Et en fait non, ils nous font toute une scène, là c'est du vrai cinéma, ils nous font toute une scène de Bruce Wayne qui est dans la ville et qui essaye de se faufiler où il peut, etc. pour aller sauver les mecs qui sont dans le building Wayne de Metropolis. Et là c'est absolument génial parce qu'on a toute l'impuissance de Bruce Wayne parce qu'il a même pas son costume du coup. Déjà, habituellement, il y a Bruce Wayne et Batman. Et Bruce Wayne, quand il est Bruce Wayne, il est impuissant par rapport au moment où il est Batman parce qu'il y a l'anonymat, il y a tous les gadgets, le côté psychologique qui fait qu'il est en habit, donc il est plus puissant dans sa tête. Donc, ouais, donc déjà, il y a ce truc d'impuissance. Mais en plus, là, il a pas son costume et il est dans la ville et il y a d'autres des Superman qui se battent et il est totalement impuissant. Et là, on comprend son impuissance. Une autre scène que j'ai aimée, la scène du rêve où c'est un futur post-apocalyptique et le style du Batman est génial. Donc là, il y a une bagarre et machin, etc. qui est pas mal faite. Le problème, c'est qu'il fait un petit plan séquence et que ça me saoule parce que dès que tu commences à faire une bagarre en plan séquence, soit les mecs c'est des pros des arts martiaux et à ce moment-là ça le fait, ou alors ben, ça fait très chorégraphié et là ça fait très chorégraphié. Ça fait toujours moins chorégraphié que les combats de Nolan, mais ça fait quand même chorégraphié. Ça va que le Batman est très violent. Et justement dans cette scène, ce qui est super, ah non, je sais pas si c'est dans celle-là ou dans une autre, où le Batman se bat et il y a un mec qui arrive par derrière qui lui met un flingue juste derrière la tête. Puis genre il tire 2 coups et les balles elles ricochent et puis voilà. Alors qu'on voit Superman qui enlève son masque et le masque est mou. Mais quand on lui tire dans la tronche, les balles passent pas. Je sais pas si c'est une manière de dire ne cherchez pas la logique du costume, il y en a pas. Le costume est beau, il est cool, et puis voilà, et c'est pas ça qui est important. De savoir comment est fait le costume de Batman, on s'en fout complètement. Ce qui est important, c'est ce que représente Batman, c'est ce qu'il vit, c'est la psychologie du Batman, c'est ça qui est important. Après, comment il a fait son costume, etc. Nolan, il nous en a fait 20 bonnes minutes sur vas-y, je fabrique mon costume, mais ça intéresse personne, surtout qu'au final, c'est du caoutchouc le costume à Nolan, donc super, un costume en caoutchouc, super, génial. Et autant il faisait gaffe à comment il filmait son costume en caoutchouc dans Batman Begins, un peu moins dans The Dark Knight. Par contre, dans le troisième, alors il filme, alors on voit l'entrejambe tout le temps, c'est tout le temps plié, il filme n'importe comment. C'est hallucinant qu'on trouve que ce mec est un génie. Enfin bref, je vais pas encore parler de Nolan, mais ouais, on s'en fout, le masque est mou, on lui tire dedans, ça passe pas à travers. Voilà, ce qui est important, c'est la symbolique de Batman, tu lui tires dans la tronche, il a juste un petit moment de recul comme ça, pff, genre aïe, puis il se retourne, il attrape le mec, il le fracasse par terre, et c'est ça le Batman. La première apparition du Batman est géniale, où il est dans un coin et il est tout flou et la caméra tourne autour du policier, et du coup c'est un plan de découverte où on découvre petit à petit le Batman, et puis il est là, il bouge pas. Donc pour revenir à la scène post-apocalyptique, il y a cette espèce de plan séquence, enfin en tout cas de plan long du combat, et ça finit par un travelling avant sur le Batman, qui est debout, qui se bat, il file des coups, etc. Et plus le travelling se rapproche, plus le Batman tombe à terre, et plus il y a d'ennemis dans le plan, et moins on voit la lumière du soleil, et plus le plan est sombre, et donc on sent le Batman qui devient de plus en plus étouffé par ça, et il finit par être capturé et être prisonnier. Et ce plan-là est superbe. Un autre moment que j'ai bien aimé, c'est le moment où il y a Kevin Costner qui arrive au sommet de la montagne. Il y a Superman qui va au sommet de la montagne, au sommet d'une montagne, on sait pas laquelle, on sait pas pourquoi ni rien, et là il parle à son père, et ils se parlent. On sait pas trop ce que c'est, on sait que c'est pas un fantôme, on sait que Superman n'a pas des visions ou quoi que ce soit,
On ne sait pas si c'est dans sa tête. Si c'est dans sa tête, on ne sait pas s'il est assis sur sa chaise de sa maison ou bien s'il est réellement en haut de la montagne, etc. Tout ça, on s'en fout. On s'en fout complètement. Ce qui est important, c'est ce que Kevin Costner dit à Henry Cavill à ce moment-là. Et là, c'est super. C'est vachement bien dialogué à ce moment-là. Kevin Costner est charismatique, comme d'hab. Il a une seule scène, mais la scène est super. Donc voilà. Qu'est-ce que j'ai aimé d'autre? La façon dont Batman se bat, totalement improbable. C'est vraiment un Batman qui est brutal. Le seul bémol que j'ai sur Batman, là, c'est que Batman, il faudrait que je le revoie, je suis pas très sûr, mais il utilise des armes à feu pour tuer des gens. Donc ça me dérange un peu. Une scène que j'ai vachement aimé, j'ai pas aimé le combat Batman contre Superman. Ce que j'ai aimé par contre, c'est le dénouement. Moi, tout le film, j'avais envie que Batman il explose Superman et qu'il le fracasse, mais comme il faut. Parce que j'aime bien Batman, voilà. Et que Superman, j'avais pas aimé Superman dans Man of Steel, donc je me suis dit Batman arrive, ce serait pas mal qu'il explose la tronche. C'était évident que c'est Batman qui allait gagner, parce que si Superman gagne, ça n'a aucun sens. Enfin, justement, ça a trop de sens pour avoir un intérêt. Donc c'est pas que ça n'a pas de sens, c'est que ça n'a pas d'intérêt. Donc c'était évident que Batman allait gagner, mais le dénouement, Batman veut tuer Superman, mais pourquoi il le tue pas? Il y a Clark qui dit sauve Martha, pour dire sauve ma mère. Et là il y a Bruce qui pète un câble, enfin il avait déjà pété un câble avant, mais là il pète un câble en disant pourquoi t'as dit Martha, pourquoi t'as dit ce nom, pourquoi t'as dit ce nom, pourquoi t'as dit ce nom, et il lui répète mais 10 000 fois pourquoi t'as dit ce nom. Il allait le tuer, mais là c'est limite, il dit je te tue 2 fois si jamais tu me dis pas pourquoi t'as dit ce nom. Parce que la mère à Bruce s'appelle Martha aussi. Il comprend pas, il est complètement il est fou à ce moment là. Et juste avant, Batman commençait à dire des choses assez incohérentes, en disant mes parents sont morts pour rien, etc. Alors que Superman il y est pour rien lui. Superman est arrivé sur Terre après la mort de Batman, donc il dit tu vas voir ce que c'est de mourir pour rien ou un truc comme ça. Et il dit des trucs comme ça. Donc on voit qu'il y a de la colère emmagasinée en Batman qui est assez incohérente, et c'est justement ça la folie du Batman. Et quand il y a Lois Lane qui arrive et qui lui dit c'est le nom de sa mère, c'est le nom de sa mère, et que Lois Lane se met entre Superman et Batman, et bien Superman qui était juste le visage de l'ennemi, et bien d'un coup il devient humain dans la tête de Batman. C'est-à-dire qu'il a une copine et il a une mère, donc il a des choses à défendre, donc il n'a pas de raison de s'attaquer au monde ou quoi que ce soit. Et là il devient humain, même s'il n'est pas humain. Batman voit l'humanité en Superman, et donc là il n'est plus question de le tuer, et voilà, et Batman va sauver la mère de Superman. Chose qu'il n'a pas pu faire quand il était petit, il n'a pas pu sauver sa mère, ben là il sauve la mère de Superman. Donc ça c'est super beau, et là je suis pas d'accord avec Monsieur Mea par exemple, où il disait que c'est parce que les mères avaient le même nom que du coup ils devenaient potes, et puis du coup il a plus envie de le tuer. Non, c'est pas du tout ça. Un autre truc que j'ai pas aimé au niveau scénaristique, c'est que c'est Lex Luthor qui convainc Superman de se battre contre Batman parce qu'il a enlevé sa mère. Je trouve ça vachement faible. On laisse 1 heure à Superman pour ramener la tête de Batman. Enfin, Superman, il utiliserait cette heure-là pour chercher où est sa mère. Surtout s'il a une super Wii qui peut entendre partout, mais tout le monde l'a relevé ça déjà. Donc ça fait partie des incohérences, mais je dis que je relèverai pas les trucs comme ça. Et je trouve ça 10 000 fois moins intéressant que Superman soit contraint de se battre contre le Batman, parce qu'en gros ça veut dire Batman, lui, c'est un gros méchant, il veut tuer Superman, mais Superman, lui, en fait, il est gentil, c'est juste qu'il veut défendre sa mère. Donc ils sont pas sur un pied d'égalité au niveau des motivations. Et ça, je trouve ça dommage, sachant que c'est 2 héros. Donc si les 2 héros doivent se battre, ils doivent être sur un pied d'égalité au niveau des motivations. Et en fait, dans la BD The Dark Knight Returns, où il y a l'affrontement Superman contre Batman, Batman, lui, il va se battre contre Superman parce qu'il sait que l'affrontement est inévitable. Et il sait que l'affrontement est inévitable parce que Superman est à la solde du gouvernement américain, et qu'en fait, c'est comme le Docteur Manhattan dans Watchmen. On lui dit tu vas régler la crise de Cuba, Superman il y va, il règle la crise de Cuba, puis voilà, et Batman il n'est pas du tout dans ce truc. Et donc le gouvernement américain dit à Superman, va régler son compte à Batman. Donc Superman plusieurs fois vient voir Batman en lui disant bientôt ils vont me donner l'ordre de venir t'arrêter, donc arrête avant qu'ils me donnent l'ordre. Donc Superman est un laquais. Donc on a le mec super puissant qui est un laquais, et de l'autre côté on a le mec qui est plus faible mais qui est un rebelle, un mec qui a ses idéaux et qui est fidèle. Et donc là le combat est intéressant. Alors que là dans le film il prépare le combat parce qu'il a envie de tuer Superman, et pas du tout parce que il sait que le combat est inévitable, et donc il faut qu'il soit présent au moment où ça va arriver, il faut qu'ils soient en forme, etc. D'ailleurs, la séquence d'entraînement dans Batman vs Superman, quand il tire le pneu, on voit le plan dans la bande-annonce, on le voit de dos, il est hyper musclé, on voit toute la puissance du mec, etc. Et à un moment, il fait des tractions. Et là, je me suis dit, non, ça casse tout, les tractions, je veux dire, c'est un truc avec le poids du corps, enfin, c'est pas aussi impressionnant que le reste. Et puis là, la caméra descend, et on voit qu'il a des chaînes autour de la taille, et là, il a 2 ou 3 espèces de rondes fontes qui sont accrochés à lui, et en fait voilà. Donc on montre qu'il est méga puissant, Batman, et là c'est génial. Un truc qui n'est pas exploité aussi, bon ça fait 10 000 ans que je devais terminer, mais à chaque fois les idées arrivent au fur et à mesure, donc bon, voilà. Un truc qui n'est pas exploité aussi, c'est un des producteurs a dit on a choisi Ben Affleck pour jouer Superman parce qu'il fait 1m93, soit 6 cm de plus que Henry Cavill. Et donc ça va obliger Superman à lever les yeux pour regarder Batman. Et ça on le ressent pas dans le film. C'est dommage parce que
voir le mec le plus puissant de la Terre, c'est-à-dire Superman, quand il voit arriver Batman près de lui, être obligé de lever les yeux pour le regarder dans les yeux, ça aurait été génial quoi. Et c'est pas exploité. Dommage. Donc avec ce que j'ai dit là, en fait, j'ai envie de dire le film est super. Mais ça, c'est quand je me fais mon remontage dans ma tête en éliminant ce qui va pas dans le film et en gardant que les meilleures scènes. En gardant que les meilleures scènes, le film est génial. L'histoire plombe tout. Tout ce qui touche au portrait, en fait, à dépeindre les personnages, c'est super. Dès que ça touche à l'histoire, c'est nul. Watchmen, c'était un film multi-portrait. On faisait le portrait de plein de héros. Et c'est pour ça qu'il était génial. Et l'histoire prenait très peu de place. Très peu de place. Et là, l'histoire, elle prend beaucoup trop de place. C'est-à-dire qu'on commence par la caractérisation des personnages, et puis ensuite, il y a de l'histoire, et puis de la bagarre. Le film commence comme un film qui a des ambitions, et il termine comme un film commercial. Voilà. C'est-à-dire comme si au début, on avait dit, bon, vous avez le droit de faire un film bien, et puis qu'après on avait dit arrêtez de faire un film bien parce que sinon les gamins de 13 ans ils iront pas voir le film. Donc voilà, c'est pas contre les gens qui ont 13 ans, j'ai eu 13 ans et je sais que j'avais des goûts différents d'aujourd'hui. J'étais beaucoup moins exigeant qu'aujourd'hui en matière de film. Pas que je suis exigeant dans le sens où je me dis il faut qu'il y ait ça, ou alors il faut surtout pas qu'il y ait ça. Disons que la part émotion dans le film est quasi indispensable pour moi maintenant. Je peux pas regarder un film s'il n'y a pas d'émotion, si on me montre pas des choses que j'ai pas vues 10 000 fois ailleurs, que ce soit mieux ou moins bien, il suffit que je l'ai vu 10 000 fois ailleurs pour que ça me saoule un peu. Donc voilà, donc si on me propose pas quelque chose qui soit à la fois neuf et à la fois chargé d'émotions, ça me va plus. Dans sa vie, on est beaucoup plus adulte que ado. Et sachant que Marvel fait des films pour les ados, DC Comics devrait faire des films pour les adultes. Sachant que tous les ados deviendront des adultes. Donc si c'est fait pour avoir des films qu'on regarde à l'adolescence, qu'on regarde plus après parce qu'on les trouve nuls, ça sert à rien. S'ils avaient fait un film pour ados, je serais pas tracassé. Je dirais, bon, ben le film, c'est du film fast-food, c'est fait pour être bouffé et vite oublié. Et je me dirais, le film est nul, et puis voilà. Et je passe à autre chose. Mais là eh ben, il y a du bon dedans. Il y a du bon et du mauvais, donc c'est énervant. Donc ça saoule. Il y a tout le côté commercial de la fin, toute la bagarre à 2 balles, qui pète complètement tout le début du film, qui était bien pourtant. Donc là, c'est vraiment terminé. Si jamais je vois des trucs qui sont bien... Au deuxième visionnage ou quoi, je referai peut-être une vidéo, mais je pense pas. Juste aussi, Watchmen existe en version courte, et ensuite il y a 2 versions longues. Regardez la version la plus longue possible, il y a une partie en dessin animé que j'aime pas trop, mais sinon, les scènes qui sont rajoutées sont vraiment géniales. Et c'est des vraies scènes, qui ont une ambiance, qui ont un début, un milieu, une fin et un message. Voilà, c'est ça que j'appelle une scène. Donc voilà, donc là je m'arrête vraiment ici, et puis voilà, à plus.